De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Abdelkarim Yacoub Kondongoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Abdelkarim, vous vouliez justement intervenir au sujet du mécanisme des élections en prenant par exemple l'exemple du Mali. Du Mali aussi, on a tiré la leçon de ce qui s'est passé au Gabon, au Tchad, en RDC. On a des contentieux qui se passent et dont on ne tire pas les leçons. Pourquoi à chaque élection, on dit que l'opposition conteste? On n'écoute pas pourquoi elle conteste cette opposition, ou la société civile conteste cela. Parfois, on leur dit, si vous ne faites pas confiance, pourquoi vous partez dans des élections? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut, quand je dis donner les moyens, c'est de dire permettre, justement, que le monopole des résultats ne soit pas seulement à l'État, mais aussi aux partis politiques et à la société civile, parce que beaucoup des États, à la veille des élections, coupent Internet, coupent les réseaux sociaux, coupent la téléphonie pour empêcher justement cette transparence où on attend. Donc, finalement, si on donne les moyens à l'opposition, à la société civile d'être présente dans chaque bureau de vote et des citoyens pour surveiller et de remonter les informations, l'État peut avoir, ou ceux qui essaient de détourner ces résultats peuvent avoir des résultats qui sont autres que les leurs ou qu'on peut comparer avec des méthodes infalsifiables. C'est ça ce que je vais donner. Et tous les résultats qui ont été contestés étaient justement l'incapacité de l'opposition à présenter des résultats conformes, qu'il leur ait confiance et dont c'est remonté directement de la source. En Guinée, ils ont essayé de le faire. Et ça a marché au Sénégal à l'époque de Wade. Et pourquoi pour les autres pays ça ne marche pas? Alors on aura bien sûr l'occasion de suivre les élections législatives donc, fixées au mois de fin octobre donc, au Mali. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre grand angle. Et on revient sur le 7e sommet international Chine-Afrique, le FOCAD, au cœur de l'actualité ces derniers jours. Il s'est tenu à Pékin les 3 et 4 septembre. 53 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à ce rendez-vous diplomatique. Un sommet que nous allons débattre dans quelques instants. Et on l'a vu, il a dépassé très largement le cadre des relations entre la Chine et l'Afrique. On fait le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. Une autre histoire économique, mais aussi politique, se dessine désormais entre la Chine et le continent africain. Le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 à Pékin, 53 chefs d'État et de gouvernement, ministres et conseillers ont assisté au forum Chine-Afrique. L'objectif premier de cette rencontre est de bâtir des relations de coopération bilatérale Sud-Sud basées sur les principes gagnant-gagnant. Le partenariat entre la Chine et l'Afrique est très important et je crois que ce sommet sera l'occasion de renforcer davantage ces partenariats au bénéfice de deux parties. Ce 3e sommet sino-africain, dont le thème était communauté de destin et de partenariats mutuellement avantageux, fera en toute évidence de la Chine le premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des investisseurs les plus dynamiques du continent. La ceinture et la route intègrent harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative, la ceinture et la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, des chemins de fer, les routes. Si parfois les Occidentaux, qui sont en train de perdre drastiquement du terrain en Afrique, sur le plan des affaires, jugent ces relations entre la Chine et l'Afrique souvent déséquilibrées, donnant naissance à un nouveau colonialisme selon eux, certains chefs d'État africains voient par contre dans cette relation une forme d'amitié et de confiance à préserver. Si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain. La preuve, c'est ce type de forum. 60 milliards de dollars d'investissement ont été promis par la Chine lors de ce forum 2018, soit autant il y a 3 ans lors du sommet de Johannesburg. Les pays africains auront désormais d'autres partenaires non occidentaux au choix pour les affaires.
Alors, la Chine omniprésente sur le continent, 10 000 entreprises, 1 million d'expatriés chinois qui travaillent actuellement sur le continent. Véritable montée en puissance donc des relations sino-africaines, un partenariat qui rapporte à l'Afrique sur le plan économique, mais beaucoup aussi à la Chine en termes de matières premières. Un partenariat, mais il demeure toujours asymétrique. Est-ce que la Chine est en train de faire main basse sur le continent? Est-ce que l'Afrique peut résister? Ça dépend. Abdelkarim. Ça dépend sous quel angle on voit. Pour moi, je crois qu'il faut essayer. L'Afrique doit essayer. Même s'il ne faut pas prendre comme si le Messie, la Chine viendra sauver l'Afrique, non. La Chine fait du commerce et on sait ce que ça veut dire faire du commerce. Maintenant, moi, là où ça m'inquiète, mais vraiment en tant que citoyen africain, c'est que la Chine essaye de traiter avec des dirigeants africains qui sont responsables de la situation actuelle de l'Afrique. C'est ça le problème. Est-ce que le fait que la Chine ou quelqu'un d'autre vienne avec des milliards donnés à l'Afrique changera quelque chose si ce sont les mêmes dirigeants qui ont eu des milliards précédemment n'ont pu rien faire? Le pire, c'est que la Chine, si n'oubliez pas, c'est un pays avec un gouvernement autoritaire, où on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de liberté, où les droits des citoyens, on sait ce qu'ils sont là-bas. Est-ce que ces géants qui viennent dans nos territoires, où le peuple sont encore la plupart en lutte pour leur liberté et qui se battent pour la démocratie, est-ce que ces régimes chinois, avec ces méthodes, ne renforcent pas des régimes et ne confortent pas des régimes qui sont sur la même longueur d'onde que la Chine, en matière de gouvernance, je veux dire? Patrick Mboyo, effectivement, Abdelkarim Yacoub-Kounogoumi pose une question très intéressante. Est-ce que la Chine peut négocier finalement avec les Chinois, c'est-à-dire les mêmes dirigeants qui étaient là et qui négociaient pour la plupart avec les Occidentaux? Et on connaît le bilan qui est celui d'aujourd'hui. Oui, c'est parfois intéressant de voir la façon dont on présente l'Afrique comme un terrain où il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui l'occupe. Hier, il y avait les Occidentaux. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fait main basse. Demain, ce sera l'Inde. Après-demain, ce sera les pays du continent australien, l'Océanie. Voilà. Et après, nous, les Africains, où sommes-nous? Quelle est notre place? Quelle est notre part? C'est bien de se poser cette question. Moi, je me demande d'abord si la Chine est un pays qui n'est pas démocratique, et parce que c'est un choix. La démocratie est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, qui doit être comme tel. Ça, c'est une vision occidentale. Les Occidentaux, les peuples occidentaux, notamment européens, ont choisi la démocratie. Et les autres peuples ont choisi aussi la démocratie. Le jour où le peuple chinois voudra choisir... Je ne crois pas qu'il y ait des peuples qui ont choisi la dictature. Laissez-moi terminer. Oui, mais quand même, c'est très grave ce que vous dites. Il n'y a aucun peuple au monde n'a choisi la dictature comme régime. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous ai écouté longuement. Oui, mais c'est très dangereux ce que vous dites. Je ne sais pas dangereux ce que alors je dis. Alors, vous répondrez tout à l'heure. La démocratie, c'est ça la tolérance. La démocratie, c'est un choix et ça s'acquiert souvent par lutte. Je vous rappelle qu'à l'origine, il y a 200 ans, les pays qui sont démocratiques aujourd'hui n'étaient pas des démocraties. La démocratie n'est pas née en France avec la Révolution française. On a eu d'abord une monarchie absolue. Et puis, petit à petit, le peuple français s'est battu pour avoir la démocratie qu'elle a aujourd'hui. Je rappelle qu'après, peut-être si vous ne le savez pas, après 1789, il y a eu Napoléon Bonaparte dans ce pays, qui a mis tout le monde au pas et qui a été dictateur et l'a assumé. C'est pour vous dire que le peuple doit assumer. C'est moi ce qui m'intéresse. Les pays qui ont fait un progrès démocratique. Est-ce que leur contact avec la Chine leur a permis a provoqué leur régression sur le plan démocratique? Non. Aucun pays africain aujourd'hui qui a fait des progrès sur le plan démocratique, notamment le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, qui commercent avec la Chine, n'ont connu des régressions au plan démocratique. Si les pays qui sont déjà des dictatures, qui traitent avec les présumées démocraties et qui s'accommodent à ces régimes-là, comme tels, notamment la France, chantre de la démocratie, qui ne s'est jamais, pas une seule fois offusqué de traiter avec des régimes dictatoriales, les pires que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Le fait, pourquoi la Chine aurait-elle une certaine moralité partisane à pouvoir dire non, je ne choisis pas ces gens-là? Personne ne dit aux autres ce qu'ils doivent faire. On le fait librement, par choix, par conviction. C'est pour ça que j'ai dit la démocratie, c'est un choix. Le jour où on voudra
régresser parce que la Chine est comme telle, ce sera une grosse bêtise. Mais moi, je dis aux Africains qui suivent, c'est que nous devons chercher à trouver notre part. Quelle est notre part? Pourquoi les autres doivent toujours se demander, parler à notre place et dire, voilà, tel vient en Afrique? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien qu'on dise aujourd'hui, la Libye de Kadhafi avait voulu faire main basse à l'Afrique. Je préfère que ce soit la Libye de Kadhafi, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Guinée équatoriale de Obiangema, que ce soit un pays africain qui fasse main basse aux économies africaines, mais que ça ne vienne pas d'ailleurs. Brice Nzamba. Oui, ben écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on parle de partenariat, ça suppose qu'il y a deux acteurs sur un même pied d'égalité. Parce que le partenariat, c'est ça, hein, sauf si on révise le mot. Voilà, c'est-à-dire que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça me fait penser un peu à ce qui s'était passé à Bandung en 1955. Il y avait une conférence de beaucoup de pays asiatiques et africains, des pays qui venaient nouvellement d'accéder à l'indépendance et qui espéraient entrer sur la scène internationale, des pays asiatiques qui étaient encore nouvellement devenus indépendants. Parmi ces pays, il y avait la Chine. Donc aujourd'hui, on voit qu'un pays qui était un pays parmi tant d'autres, des pays nouvellement décolonisés, aujourd'hui devient un acteur international de haute importance. Alors, je me dis, je vois en face, il y a 53 États qui sont censés faire partie de l'Union africaine, qui court après cet État. On va nous dire, oui, c'est un État de 1 milliard 326 millions d'habitants en 2016, mais il n'en demeure pas moins que c'est un État. Donc quand on prend tous les États africains réunis, ça pèse pareil. Alors moi, je me dis que la vraie question dont on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui la vision panafricaine que les pères de l'Union africaine avaient, ou de l'organisation de l'Union africaine avaient dès la fondation de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des États qui vont discuter avec la Chine, avec des visions éparses, où chaque État parle pour soi, où il n'y a pas une vision panafricaine commune à laquelle ils vont aller pour dire à la Chine, nous avons un plan économique et vous avez de l'argent, nous souhaitons un plan Marshall comme les Américains ont fait pour l'Europe, mais dans un cadre global. Et dans ces cadres-là, nous, on a pensé, voilà, les modalités de ces prêts-là, on le souhaite comme ça. On souhaite que ça soit investi pour tel pays qui est plutôt bien disposé pour avoir des barrages hydroélectriques qui peuvent peut-être couvrir toute l'Afrique en électricité. Ça doit aller de tel côté. Et on voit que, première chose, les États africains sont partis de façon dispersée. Chaque État est parti pour plaider sa cause et espérer sortir avec un portefeuille d'un montant bien précis. Quand on entend le président nigérien qui dit « Ah oui, ce serait bien que la Chine vienne nous aider avec le G5 Sahel », on voit le président sud-africain qui dit « Oui, c'est bien parce que nous, on a besoin d'argent frais ». On voit qu'il y a une dispersion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que la politique, ce n'est pas la religion. La politique, ce n'est pas le domaine du bien et du mal. La politique, c'est le domaine de l'utile et du plus utile, du moins utile ou du nuisible, selon l'intérêt collectif des gens qui dirigent leur pays. On ne peut pas reprocher à la Chine de faire ce qu'elle fait, parce que la Chine a une vision. Quand on voit, ils disent que partageons un destin commun avec l'Afrique, les destins communs, qui c'est qui l'a pensé, qui c'est qui le met en œuvre? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait mon ami d'en face, c'est que on ne peut pas reprocher aux Chinois de pouvoir déverser l'argent parce qu'eux, ils ont leur vision, ils savent qu'ils vont prêter de l'argent, peu importe comment cet argent-là va être utilisé, ils vont être payés en matières premières, et ces matières premières-là, comme il y a de plus en plus de concurrence, vont baisser, le cours va baisser, et les Africains vont toujours être déficitaires. Et donc, ne pourront pas, à court terme, moyen terme, payer ou rembourser cet argent, sauf pour quelques États vertueux, qui pourront peut-être tirer leur épingle du jeu. Je pense à l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Donc pour finir, moi je dirais qu'à une époque, et même aujourd'hui, on dit toujours que l'Afrique c'est l'avenir du monde. Lors de l'esclavage, l'Afrique était l'avenir du monde. Voilà, lors du partage de Berlin, l'Afrique était encore l'avenir du monde. Aujourd'hui, on nous dit encore que l'Afrique c'est l'avenir du monde. Mais du monde de quel monde? Donc moi, je pense que les jeunes Africains, parce qu'on est en train de parler, en 2050, la population africaine va quasiment doubler en 2050. On sera le continent le plus jeune au monde. Et donc, avec cette élite qui part pour
engranger de l'argent de la Chine et pour par la suite détourner, dissiper cet argent, qu'est-ce que cette jeunesse va devenir? Donc il y a des risques de déstabilisation à moyen terme. Alors on aura l'occasion d'en parler dans un instant, mais tout d'abord, dans les faits, en quelques chiffres quand même, les investissements directs aux étrangers de la Chine vers l'Afrique s'élèvent à 2,4 milliards de dollars en 2016 contre 2,9 milliards en 2015. Donc des IDE qui ont donc baissé. Mais on va faire le point dans ce sujet justement qui nous a été préparé par Matidia Diaby. En 2 décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de rencontrer les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. Alors avant d'être un investisseur massif, la Chine est avant tout un fournisseur de services et de marchandises à l'Afrique, ce qui ne bénéficie pas vraiment à l'émergence d'une industrie de transformation sur le continent. Est-ce que cette présence tous azimuts de la Chine sur le continent peut véritablement profiter à son développement ou au contraire, cette présence ralentit considérablement le développement du continent africain? Abdelkarim Yacoub Konogomi. Oui, je vais répondre tout en ajoutant un petit mot. Je vous en prie. Si vous permettez. Moi, je crois que l'Afrique, comme vous avez dit tout à l'heure, doit aussi aller dans le sens de l'histoire et du monde. Le sens de l'histoire du monde, actuellement, c'est justement aller vers des mondes plus libres, plus démocratiques, où le peuple peut choisir leurs dirigeants et justement avoir le rapport de force nécessaire, vendre leurs biens, leurs ressources à qui ils veulent et à combien ils le décident. C'est ça la marche de l'histoire. Et la Chine, notre inquiétude, en tout cas la mienne, quand je disais que la Chine est très dangereuse, quand elle n'est pas très regardante par rapport à ce qui se passe dans nos États, c'est parce qu'aujourd'hui, dans ces États africains, nos dirigeants qui sont à court du tout... Mais est-ce que c'est à la Chine de faire ce travail-là? ont trouvé une bouée de sauvetage, une seconde vie, grâce à cette Chine-là. C'est ça mon inquiétude. Aujourd'hui, est-ce que c'est à la Chine de faire ce travail? Je vais finir, puisque vous n'avez pas souhaité. Mais non, on vous a posé une question. La journaliste vous n'avez pas souhaité que je vous interrompe. Je rappelle seulement que la journaliste a posé une question. Vous n'avez pas répondu. Donc, la Chine est très dangereuse dans le sens où, juste un petit exemple. Aujourd'hui, comme des États comme le Tchad, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Congo, le Togo, des États où les citoyens sont réprimés, des jeunesses qui se mobilisent, c'est cette Chine-là qui vend des outils pour traquer sur les réseaux sociaux ces citoyens qui se battent encore. C'est cette Chine-là qui vend des outils dont nos peuples sont trop facile. Mais c'est pour ça que je vous dis... Alors, est-ce que c'est pas... Il faut se rappeler quand même qu'il y a quand même une société... Il y a une société française... Il y a une société française... Il y a une société française qui aidait le président Kadhafi pour écouter, traquer les échanges des opposants. On l'a condamné, on les a poursuivis. On les a poursuivis. Cette société est en justice. Oui, mais ils les ont fait. Cette société Havas est en justice en ce moment. Et grâce à quoi? C'est parce qu'il y a un état de droit. Il ne faut pas être absolu. Et quelle société chinoise pouvez-vous poursuivre en justice si demain cette société est coupable d'abus en Afrique? Cher, mais il ne faut pas être absolu. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'histoire de l'Afrique, vous saurez qu'il y a des coups d'État qui ont été préparés, qui ont été mis en œuvre par des États que vous prenez pour des modèles de démocratie. Je ne prends pas des modèles qui que ce soit. En matière d'économie,
l'économie, il n'y a pas de règles qui va. Parce qu'on voit les États-Unis. En tout cas, la Chine n'est pas la puissance qui sauvera l'Afrique. Ça, je vous le dis. Alors, mais personne ne le dit ici. Alors, pardonnez-moi. On va marquer une très courte pause et on continue le débat juste après, pardonnez-moi, cette courte pause. À tout de suite.